Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, mardi 21h. Bonsoir, docteur Serge Rafale. Bonsoir Nicolas. La Convention citoyenne, le 2 avril dernier, plus de 75% des membres de cette convention s'est prononcé en faveur de la mise en place d'une aide active à mourir pour les patients qui souhaiteraient mettre fin à leur vie. Dans son dernier opus, au titre volontairement provoquant, Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout, édition du Rocher, le docteur Véronique Lefebvre, psychiatre et gériatre à l'hôpital Émile Roux de Limeil-Brévannes, qui est avec nous ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Docteur en philosophie pratique et éthique médicale, ami fidèle de notre émission, vous êtes déjà venu nous présenter vos précédents ouvrages. Que faire face à Alzheimer, Vieillir n'est pas un crime et La force de la caresse récemment. Vous vous positionnez en faveur d'un accompagnement digne de la fin de vie en maintenant, comme l'exige le serment d'Hippocrate, le contact et des liens d'humanité jusqu'au bout avec le malade. N'ayez pas peur, chères auditrices, chers auditeurs, même si nous allons évoquer la mort, l'euthanasie, le suicide assisté, les soins palliatifs, c'est un message profondément humain et rassurant que nous délivre le docteur Lefebvre après avoir abordé les problématiques existentielles, éthiques, philosophiques, médicales et sociétales que soulève la fin de vie et la mort devenue quelque part tabou. Docteur Serge Rafale, je vous passe la parole. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir et de pouvoir de nouveau dialoguer avec vous. Dans votre ouvrage précédent, La force de la caresse, vous poussiez un cri du cœur en faveur des personnes âgées que vous vénérez et vous déploriez la déshumanisation progressive d'une médecine de plus en plus technique. Un pas de plus est franchi dans Mourir sur ordonnance, votre dernier opus, que vous consacrez à la fin de vie. Vous y regrettez la sécularisation et la médicalisation tragique de la mort, devenue quasiment tabou, presque honteuse, synonyme d'échec de la médecine. Récemment, la Convention citoyenne, comme l'a dit Nicolas, après plusieurs mois de travail, vient de remettre son rapport sur la fin de vie et l'aide active à mourir. Elle s'est majoritairement prononcée en faveur d'une mesure qui paraît libertaire, l'ouverture à l'euthanasie et au suicide assisté. Le président a exprimé sa volonté d'élaborer d'ici l'été un projet de loi pour bâtir un modèle français de la fin de vie. Les débats ont mis en évidence la complexité du sujet et ont en particulier tenu compte de l'ambivalence ou de l'opposition de nombreux professionnels de santé, dont vous faites partie, qui proposent un accompagnement digne en maintenant des liens humains jusqu'au bout, sans abréger la vie. Vous allez nous expliquer cela. Alors, pour éclairer nos auditeurs, Dr Lefebvre, vous pouvez nous dire un mot sur ce que permet actuellement la loi Claes-Leonetti, qui n'est pas assez connue du grand public, ni des professionnels de santé d'ailleurs, et ce que propose finalement la Convention citoyenne. Alors, cette loi Claes-Leonetti de 2016 vient renforcer la loi Leonetti de 2005, qui déjà montrait que l'on pouvait refuser des soins lorsqu'ils n'étaient pas admis, notamment pour des cancéreux en fin de vie. Ils étaient trop douloureux et on pouvait tout à fait refuser des soins. On avait ce double effet, c'est-à-dire qu'on était très réticents à prescrire de la morphine. Et on savait que la morphine, en poussant les doses, pouvait donner la mort dans des délais. Donc là, c'est tout à fait légal. Et cette loi Claes-Leonetti va un petit peu plus loin dans les situations aporétiques, c'est-à-dire sans issue. Eh bien, on peut sédater le patient avec une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Elle est mal appliquée actuellement. Oui, et surtout, on ne se donne pas les moyens de savoir combien de patients en ont bénéficié, parce que c'est un bénéfice. Évidemment, elle empêche l'agonie. L'agonie étant une lutte contre la mort. Et plus personne ne sait ce qu'un patient agonique. Il fait du bruit, il y a des râles, c'est extrêmement... On a l'impression qu'il souffre, pas forcément. Les études neuroscientifiques nous montrent que non, mais on n'est plus du tout habitué à ça. Et le fait de pouvoir supprimer cette agonie lorsqu'elle est douloureuse, et on le pratique en gériatrie, on le pratique dans les soins palliatifs, eh bien permet d'abréger ces derniers moments, mais c'est à court terme, c'est-à-dire dans le mois qui va suivre la fin de la vie, qui n'est pas forcément la fin de vie.
La Convention citoyenne, en 2 mots, 3 mots. La Convention citoyenne a répondu à une question qui, de mon point de vue, n'était pas bien posée, puisqu'elle posait la question de est-ce que la loi Claes-Leonetti de 2016 peut répondre à toutes les situations de fin de vie? Eh bien, bien évidemment non, puisqu'il s'agit de la casuistique, du cas par cas. Chaque patient est singulier, a une histoire singulière. On peut dire oui, je veux à tel moment et non à un autre moment. Et nous, être toujours là et accepter cette danse qui va de l'un à l'autre. Donc, première question mal posée, des débats extrêmement rigoureux, je pense, mais à un moment donné, il y a eu un échec. Il y a eu, par exemple, un élargissement aux enfants. Et puis on a repris. Puis la conclusion, au bout de 3 mois de débat, a montré qu'il y avait une volonté sociétale, une poussée sociétale que nous devons entendre et comprendre, qui est en faveur. Alors moi, je rajoute le M de médical, d'une aide médicale active à mourir. Si vous mettez juste aide à mourir, on enlève le médecin. Or, le médecin est complètement partie prenante dans cette affaire, puisque c'est lui qui prescrit. D'où le titre de mon livre. Donc cette convention citoyenne, nous devons l'entendre. Pour autant, ce n'est pas un organisme décisionnaire. Nous avons proposé à tous les membres de venir dans nos unités de soins palliatifs, de venir au quotidien. Moi, je suis la seule psychiatre pour les 1000 lits de gériatrie dans mon hôpital gériatrique. J'ai environ 400 morts par an. Ils sont jamais venus. Moi, je veux leur montrer dans la vraie vie ce qui se passe. À tel moment, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se réunit en équipe? Comment on va établir un protocole de soins dans des conditions dignes pour le patient, pour les soignants et pour les familles. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est si compliqué. Alors votre ouvrage, puisque là on en vient à l'ouvrage, Mourir sur ordonnance, démarre alors que vous vous trouvez au chevet d'une cousine qui meurt d'un cancer du sein métastasé. Et vous intervenez auprès du personnel pour réclamer qu'on fasse taire les douleurs physiques et psychiques. Et vous constatez finalement qu'on peut encore mal mourir en France, malgré la loi Leonetti. Absolument, parce que je dois déplorer que parfois, certains médecins organicistes jusqu'au boutiste, dans cette loi Claes-Leonetti, on n'a pas le droit de s'acharner. On n'a pas le droit de faire un acharnement thérapeutique. C'est illégal. Or là, elle a développé, ma cousine, des métastases cérébrales dans les 15 jours qui ont suivi sa dernière hospitalisation. C'était absolument pas prévisible. Et à partir du moment où les organicistes ont dit, il n'y a plus rien à faire, eh bien, elle n'existait plus en tant que personne et en tant que sujet. Il a fallu que je me bagarre pour voir le médecin qui refusait de me voir. Je n'ai pas pu échanger un regard avec ce médecin pour lui dire, donnez-lui autre chose que du Diantalvic. Elle souffre, elle va mal. Et encore, je vous ai dit, je suis psychiatre et je voyais bien que c'était au-delà des hallucinations qu'elle avait. Et à quoi vous voyez qu'elle souffre? Enfin, cette prétention qui était vraiment absolument pas de bonne aloi au moment des derniers moments de ma cousine. Et je me suis bagarrée. J'ai voulu le dire. Je trouve inadmissible qu'on ne sache pas passer la main suffisamment tôt pour les personnes qui acceptent les derniers moments, de subir les derniers moments qui ne sont pas agréables, mais les conditions n'étaient pas dignes. Vous venez d'invoquer, docteur Lefebvre, l'aide médicale à mourir. Et beaucoup des reproches qui sont faits sont précisément destinés à ce mot médical. En particulier, la vieillesse et la mort sont maintenant assimilés à des maladies. Oui, la vieillesse n'est absolument pas une maladie, même s'il est plus fréquent que l'on soit malade en vieillissant. Et la mort non plus n'est pas une maladie. C'est notre finitude, c'est notre condition humaine. Vous citez Christian Bobin, je trouve sa phrase très très forte. Assis pendant des heures dans le couloir du long séjour, ils attendent la mort et l'heure du repas. Ah oui, il est merveilleux, ce poète qui a rejoint le ciel il y a peu de temps, a beaucoup décrit la maladie d'Alzheimer dont était atteint son père, mais aussi la beauté du monde, mais aussi les petits intents que j'ai montrés dans mon précédent ouvrage, dans La force de la caresse, qui nous donnent envie. D'ailleurs, si vous tapez les mots aide active à mourir ou aide médicale ou fin de vie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux mains qui se touchent, qui se caressent, qui se tendent. Eh bien, pour qu'il y ait deux mains qui se tendent, il faut qu'il y ait un soignant de l'autre côté, qu'il soit médecin ou non. Et quand vous avez affaire à une médecine technique qui se croit toute puissante, eh bien, évidemment, ça ne va pas. Il faut réinjecter de l'humain dans ces derniers moments.
Vous dites le fait d'avoir surmédicalisé, surhospitalisé, hyper institutionnalisé est à l'origine des maltraitances des personnes âgées. Absolument. Elles sont mortes de chagrin. Et pendant la Covid, on en a fait malheureusement la cruelle expérience. Plus de personnes, plus envie de vivre. Une condition de vie sans un autre être humain qui soit là ne vaut pas le coup d'être vécue. Vous dites, on a assigné les vieux à disparaître du quotidien, loin des villes, dans des EHPAD ou les soins de longue durée. Ils n'ont eu d'autre choix que se résigner, d'accepter d'être de trop, de demander à mourir. Oui, alors que je vous ai dit que je travaille dans un hôpital de la science publique, eh bien, nous avons le droit à la réserve sanitaire pendant la Covid. C'est-à-dire que de jeunes médecins sont venus. Et là, on a vu nos personnes âgées se réveiller, avoir envie de vivre. Vous voyez que d'injecter du sens dans le soin des jeunes, de la jeunesse, et on n'assigne pas les vieux à disparaître et à s'autodétruire et à se suicider, entre parenthèses, et à demander, non pas le suicide assisté, mais à ce qu'on ne les réanime pas. La mort était autrefois tabou, docteur Lefebvre. Elle a maintenant disparu du paysage dans une société de la performance, du jeunisme. On l'a assimilé non plus à un phénomène naturel, mais à une maladie. Et par conséquent, la mort est un échec de la médecine. Oui, et moi, en tant que médecin, je sais que je ne sais rien. Il faut un petit peu d'humilité pour être médecin, vous le savez, puisque vous étiez médecin généraliste. Je suis toujours. Voilà. Et donc la mort, eh bien, on l'a côtoyée quand même. J'ai fait un petit aspect historique dans mon livre. Au Moyen-Âge, on savait qu'elle était là, on savait les derniers moments, etc. Et puis elle a disparu de notre champ de conscience à partir du moment où la médecine est devenue triomphante. Or, paradoxalement, c'est à l'hôpital qu'on meurt. C'est pour ça qu'on l'assimile à une maladie. Et c'est pour ça qu'on veut des médicaments. Mais il faut pas que des médicaments. Il faut aussi de l'amour, il faut aussi de la tendresse, il faut aussi des conditions de possibilités pour que cette mort digne puisse se dérouler. On veut actuellement la mort de la mort. Oui, on veut la mort de la mort. C'est l'utopie transhumaniste, la mort du vieillissement et de la mort. Bon, c'est évidemment une utopie qui est ridicule et qui est réservée à quelques huluberlus milliardaires. D'où le désir de choisir sa mort, mais en l'imposant aux médecins. Alors, ce n'est pas un choix. Si vous pouvez choisir, c'est qu'il y a un A et un B, c'est qu'il y a deux solutions, mais quand vous imposez votre volonté à quelqu'un d'autre, ce n'est pas un choix. On ne peut pas choisir sur un catalogue, puisque la maladie nous transforme. Notre finitude nous transforme. Moi, depuis mes 37 ans de vie professionnelle auprès des malades les plus vulnérables qui vont mourir, je peux vous dire qu'à un instant T et un instant T plus 1, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes choix. Il y a une dialectique du choix, de la trajectoire en fonction des liens de confiance que l'on va tisser avec son médecin, avec les soignants, avec les aides-soignantes qui sont plus proches de ces corps souffrants. On ne peut pas anticiper sa fin de vie? Si, bien sûr, mais on ne le fait pas psychologiquement. On ne veut pas, on est dans le divertissement pascalien. On veut s'en sentir vivant jusqu'au bout, et c'est bien normal. Donc il faudrait pouvoir anticiper, en tous les cas, les conditions de sa fin de vie. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Si vous demandez dans la rue, dans quelles conditions voulez-vous mourir? Chez Lefebvre-Desnouettes, complètement dément et en fin de vie dans un hôpital gériatrique du fin fond de la banlieue, ou bien tranquillement chez vous, entouré des vôtres, avec les médicaments que vous aurez choisi avant. Tout le monde va dire, mais moi je veux pas vieillir, je veux pas mourir dans des conditions indignes dans un hôpital gériatrique ou une EHPAD que je n'ai pas choisi. Vous dites le désir d'en finir est fluctuant selon la temporalité, la personnalité de chacun. Alors vous citez, Philippe Di Borgio, tétraplégique après un accident de parapente. J'ai eu l'honneur, le plaisir d'être ami avec Patrick Ségal, vous savez, l'homme qui marchait dans sa tête. Il écrivait strictement la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où l'accident pour Di Borgio s'est produit, l'accident pour Patrick Ségal, si on les avait interrogés, ils auraient dit « je veux mourir ». Bien sûr, et tout le monde dit, tous les gens qui signent pour la DMD, lorsqu'ils ont un accident, lorsqu'on les voit en réanimation, lorsqu'on les voit dans nos hôpitaux, ils disent « Mon Dieu, pourvu que vous ne trouviez pas ma carte de la DMD, je veux vivre. Le choix est jusqu'au bout, on l'a vu, et aussi pour mes malades d'Alzheimer, ils veulent vivre jusqu'au bout. C'est la famille et la société qui ne veulent pas qu'ils vivent jusqu'au bout. » Certaines maladies font quand même très très peur et nous font réfléchir. En 2007, le scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bauby, plus récemment... Le Lock-in syndrome. Le Lock-in syndrome, où on est terrifié à l'idée de pouvoir se retrouver, de ne pas pouvoir communiquer du tout.
Anne Baer, qui part se faire euthanasier en Belgique, et quelques témoignages qu'on verra en seconde partie avec nos chroniqueurs, avec Nicolas, où vous expliquez que pour certains, même une maladie aussi grave peut être une autre façon d'envisager les choses avec des plaisirs. Oui, encore une fois, c'est de la casuistique. Certains se disent, Anne Baer, elle dit très, très crûment, il est hors de question que la SLA me prenne tout. Et d'autres ont dit avant elle, Jacqueline Jankel par exemple, sur le vieillissement, qu'elle assimilait une maladie, je ne veux pas puer le vieux. C'est quand même dingue de dire ça. Et elle avait demandé à être euthanasiée. Vous voyez qu'on a une image tellement péjorée du vieillissement et de ces maladies neuroévolutives qu'on préfère programmer sa mort. Mais moi, si j'avais rencontré Anne Baer, je suis sûre qu'elle aurait changé son état d'esprit. Alors, c'est des gens qui ont trouvé la sérénité en trouvant leur moyen de mettre fin à leur jour. Ils représentent une infime minorité des patients que je suis, bien entendu. On peut les entendre, on peut les accompagner, mais je donne des tas de témoignages dans mon livre de personnes atteintes de ces maladies neuroévolutives qui, au contraire, se disent « Mais voilà, ma vie a changé dans le bon sens. Tous les jours, ma vie a une saveur qui est tout à fait particulière. Et je ne me sens pas indigne de vivre parce que j'ai un respirateur, parce que j'ai une trachéotomie. Il faut aussi les entendre, ces patients-là. » Vous expliquez qu'entre quelqu'un qui est en bonne santé et qui intellectuellement envisage sa fin de vie, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est confronté à la maladie Bien grave. sûr, et souvent on change d'opinion, la maladie nous transforme, l'approche de la mort nous transforme, et bien souvent c'est des cris de « Monsieur le bourreau, madame, la grande faucheuse ». Mais encore un délai, je veux encore tenir cette main, je veux encore un bisou sur mon front, je veux encore partager. Donc on est des êtres humains qui ne sommes pas figés dans mon choix à tel moment, à telle époque. Je vais voir en fonction de ce que je vais trouver sur mon chemin. C'est ce cheminement de l'accompagnement que je propose, et bien souvent les personnes changent de point de vue. Alors on est obligé d'évoquer, puisqu'on parle de la fin de vie, 3 modes différents, l'euthanasie, le suicide assisté et la sédation profonde. Vous avez des jolies formules, vous dites l'euthanasie c'est faire mourir, le suicide assisté c'est se faire mourir, la sédation profonde c'est laisser mourir. Oui, il est très important de bien les distinguer. Il y a un amalgame qui est fait, comme si nous avions un catalogue. Alors j'ai vraiment voulu montrer de façon pédagogique et didactique ce qui était autorisé en France, donc la loi Claes-Leonetti avec la sédation terminale profonde et continue jusqu'au décès, lorsque la mort s'annonce à court terme, c'est-à-dire dans le mois, de l'euthanasie, qui est le médecin va prescrire et donner la mort avec une injection, du suicide assisté, où la personne doit être en capacité de prendre elle-même le produit létal. Le suicide assisté se passe en Suisse. Vous parlez d'un tourisme de la mort. Enfin, Alors, ça a été évoqué. J'ai vu cette formule. C'est peut-être pas. C'est pas la mienne. C'est pas la vôtre, bien sûr, je l'ai reprise entre guillemets. On est très loin du tourisme de la mort puisque ça correspond à 59 Français qui vont par an dans les 2 pays. En Suisse, c'est très très cher, c'est 10 000 €. En Belgique, c'est moins cher, mais c'est pris en charge par les enfants. Et en France, c'est gratuit la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Bien entendu, puisque c'est la sécurité sociale qui vous avez charge. repris le terme, mais il y a la déclaration d'un médecin suisse qui, lui, est cité dans votre livre. Si quelqu'un a plus de 85 ans, je ne discute pas, j'accepte. Oui, moi, je n'accepte pas, a priori. Moi, je discute justement et je vois un petit peu qu'est-ce qu'on peut tisser encore, qu'est-ce qu'on peut tricoter avec cette personne, qu'est-ce qui la pousse au désespoir de vouloir s'auto-administrer un produit létal. Je rappelle que je suis psychiatre, donc je viens de signer une tribune là dans Le Monde où on montre qu'attention, pour nous, les psychiatres, le suicide, c'est tellement pourvoyeur de détresse qu'on est là toute notre vie à essayer de rattraper, de parler d'amour au bord du gouffre, ces personnes qui veulent se suicider. Donc comment voulez-vous que ça soit possible et envisageable qu'on dise, voilà, je vais vous assister dans votre suicide. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et j'ai aussi tout un chapitre qui est très important pour montrer qu'il n'y a pas de fonction à la douleur. Alors on dit la douleur et la souffrance c'est différent. La douleur c'est le corps et la souffrance c'est le psychique. Mais non, c'est une personne qui souffre. Et l'on sait aujourd'hui apaiser tout
toutes les douleurs. Je montre les paliers, je montre les produits que l'on a dans notre pharmacopée, nous médecins, et que le dolorisme, c'est-à-dire avoir accès au paradis en souffrant, n'est absolument pas de mise. Ça, je m'oppose complètement à ça. On n'a pas le droit, nous avons le devoir de ne pas faire souffrir nos patients jusqu'au bout, lorsque c'est possible, bien entendu. Alors vous allez peut-être me rétorquer qu'il y a des souffrances réfractaires, elles sont infimes, et dans ces moments-là, on peut sédater le patient pour un soin ou jusqu'au bout si on sent que ce n'est pas possible. Alors, on a des outils à notre disposition, les directives anticipées. Alors, on s'aperçoit que finalement, elles sont peu utilisées. La personne de confiance, j'aimerais que vous nous disiez un mot, et puis on parlera bien évidemment des soins palliatifs. Alors, les directives anticipées étaient une fausse bonne idée. Parce que on a parlé tout à l'heure de l'anticipation de notre fin de vie. C'est bien de pouvoir dire je veux mourir dans telle condition ou ne pas mourir ou être réanimé. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel récemment a invalidé le fait qu'on ait opposé des directives anticipées d'une personne en fin de vie qui n'était pas réanimable, alors qu'il avait écrit dans ses directives anticipées qu'il voulait être réanimé jusqu'au bout. Et donc la famille a porté plainte. Et évidemment, le Conseil constitutionnel a dit mais non, là, c'était déraisonnable. Mes malades psychiatriques qui disent je veux mourir, je veux mourir, je veux me suicider, et qui écrivent dans leur directive anticipée je ne veux pas qu'on me réanime. Mais non, ils ont perdu leur discernement à ce moment-là. Quand vous êtes à raisonner à une souffrance ou une douleur, vous perdez votre discernement. Donc à quel moment vous les faites, vos directives anticipées? Là encore, la temporalité est très importante. Elle est finalement... Je suis en bonne santé, je ne veux pas mourir dans des conditions indignes. Ça, je comprends tout à fait, mais il faut pouvoir les réviser. Donc ça, c'est une chose, et elles sont peu rédigées en l'état actuel des choses. Dans mon hôpital, dans mon comité d'éthique, nous apprenons au personnel, aux familles, à rédiger les directives anticipées dans ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et finalement, elles sont dans ce que, lorsqu'elles sont écrites, dans ce que la loi Claes-Leonetti 2016 permet. Alors, quant à la personne de confiance, c'est un dispositif qui est très intéressant, puisque la personne de confiance va être celle qui va être le porte-voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Les malades d'Alzheimer, le lock-in syndrome, les malades dans le coma, et ils vont dire ce que les personnes auraient souhaité. Quel conseil vous donnez à nos auditeurs par rapport à cette personne de confiance? Toujours saisir une bien avant l'urgence, parce que souvent, faute de vous êtes la personne de confiance. C'est un proche, c'est un médecin. Ça peut être un proche, mais pas forcément. Ça peut être un médecin, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. D'ailleurs, il y a souvent une collusion parce que la personne de confiance prévaut sur la famille lorsqu'on écoute les souhaits. Ça peut être compliqué à comprendre et à entendre. Mais je rassure les personnes. Et à appliquer ensuite. Bien sûr, et je rassure les personnes de confiance. Moi, je l'ai été pour ma cousine dont vous avez cité la fin de vie dramatique. Eh bien, nous n'avons pas d'avis décisionnel. Nous avons un avis consultatif. Mais pour autant, nous sommes là lorsqu'il faut débrancher, lorsqu'il faut dire je crois qu'elle souffre, je crois qu'elle n'aurait pas voulu finir comme ça. Donc un document etc. écrit. Oui, absolument. Mais les hôpitaux sont très habitués et aujourd'hui, au contraire, nous avons 100% de personnes de confiance. Vous expliquez, vous insistez toujours dans vos interventions sur l'effort qui doit être fait sur les soins palliatifs. On les avance, mais ils sont tout à fait insuffisants et un certain nombre de départements n'en ont même pas. Oui, alors il y en avait 26 qui n'en avaient pas, surtout dans les dom-toms. On sait que c'est très compliqué. Il y en a 21 maintenant à la dernière révision. Et cette loi de 1999 n'est toujours pas mis en œuvre. Dans le sens que dans mon hôpital gériatrique, j'ai 4 LISP, lits identifiés de soins palliatifs. Je n'ai pas d'unité de soins palliatifs. J'ai une équipe lamentable, enfin elles sont très bien puisque ce sont mes amis, mes collègues, mais en numérique, c'est-à-dire qu'il y a un demi-poste de psychologue, quelques heures d'un médecin gériatre formé à la douleur et aux soins palliatifs et une infirmière. Pour les 1000 lits de gériatrie, ce n'est pas concevable, ce n'est pas digne. Alors oui, avant de promulguer une nouvelle loi, il faut absolument développer et la loi Claes-Leonetti et les soins palliatifs en France. Qu'il y ait une culture palliative du soin, ça me semble incontournable. Comment on parlera plus tard de la spiritualité en fin de vie, dans la deuxième partie, dans la partie magazine. Comment les médecins vivent en fait la fin de vie ?
la plupart du temps très mal. Ils sont dans l'évitement. On n'apprend pas ça dans les études de médecine, et j'ai tout un chapitre dans mon livre qui est très original dans la mesure où je pratique la médecine narrative. C'est-à-dire que j'apprends aux jeunes médecins, aux jeunes externes, à écouter leurs malades, à ne pas les interrompre, par la narrativité, écouter le discours de ceux qui vont mourir ou de ceux qui ont mal ou qui souffrent. Parce que vous savez qu'on interrompt trop facilement nos malades. Et on est toujours dans cette performance et ces postures. Et quand on n'y arrive pas, on s'en va. On laisse aux autres, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux psys. C'est psy, toi vas-y. Moi je peux pas, je veux pas voir. On évite. Donc aborder la mort par une première fois avec mes jeunes étudiants en médecine, une première fois dans un SAMU, une première mort, qu'ils racontent ce qu'ils ont vécu. On a besoin de se parler, de métacommuniquer par rapport à ce que l'on vit. Vous savez que les jeunes infirmiers vont pas bien, les jeunes internes non plus, puisque nous avons des burn-out en série, des suicides chez les jeunes internes, ce qui me paraît impensable parce qu'ils perdent le sens. Ils se retrouvent confrontés, après un concours atrocement difficile, à la mort, en pleine figure, à 20 ans, 21 ans, aux urgences. Eh bien, cette médecine narrative que j'appelle de mes voeux, leur apprend à aborder autrement que par les procédures, les QCM, les crocs et la numérisation du patient, et à écouter et à savoir recevoir ces détresses-là. On arrive, docteur Lefebvre, ça passe vite, mais notre émission n'est pas terminée, donc à la conclusion de notre entretien. Et finalement, l'aide médicale active à mourir, ça marque quand même une rupture anthropologique dans la mission de soins. Et vous expliquez, vous dites donner la mort intentionnellement sur ordonnance, c'est pas un soin, c'est renoncer à notre humanité. Absolument, je veux, mais je dis ça à la fin de mon livre et je montre tout ce parcours-là. Je dis ça à la fin de notre entretien. Merci à vous. Tout à fait. Et je pense que il ne faut pas renoncer à accompagner jusqu'au bout, mais il faut avoir l'étoffe, Il faut être capable de recevoir ces détresses-là, bien sûr, sans s'effondrer soi-même. Vous dites qu'il faut accompagner dans la dignité, sans obstination déraisonnable, en mettant du care dans le cure. Parfaitement. Ça résume très très bien ma pensée. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, docteur Lefebvre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, docteur Véronique Lefebvre-Desnoëttes, Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout aux éditions du Rocher. Quant à nous, juste après la pause, on sera accompagné aussi dans notre pensée de foi, dans notre pensée religieuse avec le rabbin de Radio J, Chaim Nissenbaum, qui nous rejoint pour continuer la discussion. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. כשאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה שאת מזל עליה, אני מזל מאזניים ובן אדם. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J.
uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et on se retrouve pour Réfoy, juste après cette petite pause, pour continuer de parler du livre aux éditions du Rocher, Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout, de votre cru, cher docteur Véronique Lefebvre des Noëttes. Et nous ont rejoint dans le studio Raïm Nissenbaum, le rabbin de Radio J. Merci Raïm d'être là, on tenait à vous inviter. Bonsoir cher Raïm. Bonjour. Voilà, discuter avec nous, converser avec le docteur Lefebvre, notamment sur ce qui a été dit dans la première partie avec le docteur Serge Rafale, première partie de l'émission, la force, effectivement, de cette médecine qui parle, qui ose affronter, effectivement, l'information, qui ose toucher le malade, qui ose toucher le patient, l'accompagner de cette façon-là. Le rôle, bien sûr, des psychiatres. Quel est, dans ces directives anticipées dont vous avez parlé à la fin de l'entretien, juste à l'instant, des soins palliatifs, quel est le rôle de la religion? Comment elle se place par rapport à la fin de vie, déjà? Bien, d'abord, l'attitude religieuse, l'attitude croyante, c'est d'envisager la fin de vie. Ne l'oublions pas, aux yeux d'un homme pratiquant, d'une femme pratiquante, il y a obligatoirement une fin de vie. Souvenons-nous des fameux mots du roi Salomon. Le roi Salomon qui disait, c'est dans le texte biblique, « Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir ». Autrement dit, la mort n'est pas un accident, c'est une étape prévue. Alors je ne parlerai pas de ce qui suit la mort, ce qui est un autre débat. Mais la mort doit être pensée du temps de la vie, bien sûr. Donc les directives anticipées ont évidemment toute leur place. Reste à savoir leur contenu. Et leur contenu, eh bien, il dépend de l'attitude qu'on aura justement par rapport à ce moment important de la vie, si j'ose dire, qu'est la mort. Alors il faut poser quelques idées de base, sans doute, dans la vision juive des choses. L'homme a-t-il la libre disposition de son corps ? C'est la grande question philosophique que nous avons. L'homme peut-il décider un jour, par exemple, je ne parle pas des situations de fin de vie, mais de manière générale, l'homme peut-il décider de se suicider ? Alors pour le judaïsme, c'est une faute majeure. C'est une faute majeure, même s'il est très malheureux, s'il subit des pressions diverses. Il n'a pas le droit de se suicider. Pourquoi n'en a-t-il pas le droit ? Après tout, c'est sa vie. C'est ce qu'on entend répondre. Il en fait ce qu'il veut. Bien justement, aux yeux du judaïsme, oui, bien sûr, c'est sa vie. Et il a d'ailleurs, si je peux me permettre, l'obligation d'en faire ce qu'il veut. Mais quand il en fait ce qu'il veut, cela n'inclut pas l'idée d'y mettre un terme, parce que son corps n'est pas perçu comme un bien lui appartenant en pleine propriété. Ce corps lui a été confié, dans la vision juive, lui a été confié par Dieu qui l'a créé. Donc il ne peut pas en disposer comme il veut. D'où, bien sûr, toutes les problématiques induites en matière de fin de vie. Jusqu'où peut-il aller dans ses choix? Jusqu'où le législateur ou le médecin peuvent-ils aller dans l'application de ses choix? Et nous avons quelques grandes lignes, quelques guides sur le sujet. Donc, l'homme n'étant pas propriétaire de son corps, il ne peut pas mettre fin à ses jours. Vous devinez évidemment la question qui se pose. Qu'est-ce qui s'appelle mettre fin à ses jours? À partir de quel moment, ce qui est la question fondamentale en réalité, que le judaïsme va se poser dans ces moments-là. Qu'appelle-t-on mettre fin à ses jours? À partir de quel moment estime-t-on qu'on a mis fin au jour d'un vivant? Et à partir de quand peut-on le faire? Parce que l'homme n'est plus considéré comme vivant. Alors vous comprenez bien, donc la définition de la mort. Est-ce qu'un électroencéphalogramme plat est signe de mort? Et si le cœur bat? Question, alors je ne vous donne pas les réponses, je maintiens un peu de suspense si vous le permettez, mais les réponses existent. Et si le cœur bat?
Et si on est capable de continuer à le faire battre artificiellement, est-il encore vivant ? Ça change toutes les données. Donc il est bien clair, et en réponse à votre question directement, que toute décision en cette matière doit être prise par 3 personnes ensemble. Le patient, ou son représentant bien sûr, le médecin et le rabbin compétent. J'insiste sur le mot compétent. Et le rabbin qui maîtrise ces sujets, qui sont des sujets très complexes en réalité, et qui est capable de dire à ce moment-là on peut, mais à ce moment-là on ne peut pas. Alors, docteur Véronique Lefebvre, vous avez débattu récemment dans une émission avec un philosophe de renom qui défendait un point de vue radicalement opposé à votre éthique en décidant du moment de sa mort, mais en faisant du médecin son arme létale. Dites-nous un petit mot sur les conclusions de la Convention citoyenne. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a une partie qui vous satisfait ou... Ce qui me satisfait, c'est le débat. Ça, c'est quelque chose de très important, mais il ne doit pas être tronqué. C'est-à-dire qu'il doit être sur une question qui est très ouverte. Or, elle était fermée, cette question. Oui ou non, la loi Claes-Neoletti répond-elle à toutes les conditions de fin de vie ? Et bien évidemment, la réponse était non. Ensuite, on ne peut pas se satisfaire d'être instrumentalisé lors de la fin de vie. Lors de ce débat avec ce philosophe, il avait un point de vue très surplombant de quelqu'un en bonne santé, de quelqu'un qui est capable d'ériger ses droits, de quelqu'un qui n'a pas vécu dans sa chair la maladie et la mort. C'est tout à fait différent pour les médecins. C'est un problème philosophique, le suicide, vous en avez parlé, un problème, la pire énigme qui soit, notamment pour un psychiatre, puisque nous passons notre vie à parler d'amour au bord du gouffre. Donc si l'on ouvre l'aide médicale active à mourir par le suicide assisté, ce qui était l'avis du CCNE, du 13 septembre, l'avis 139. Du Conseil national d'éthique. Oui, du Conseil national d'éthique. Eh bien, nous avons été extrêmement choqués, les médecins psychiatres, parce que on ne peut pas aider quelqu'un à mourir. Vous dites c'est un choix ou pas un choix. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Ce que disait ce philosophe, je fais ce que je veux. Mais non, sa liberté s'arrête là où commence la mienne. Notamment celle du médecin. Ça, il ne faut pas être philosophe pour penser ça et comprendre ça. Et je dirais qu'un malade, parce que c'est une maladie, la dépression, la mélancolie qui vous demande, qui vous dit, qui vous met dans une impasse vitale, eh bien on fait ce qu'on peut. Et heureusement qu'il y a encore des médecins qui sont là pour vous aider à trouver encore un sens à votre vie, pour vous aider à retenir ce bras, à retenir le fait que l'on va se défenestrer, que l'on va se jeter sous le premier métro. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire des 10 000 morts par an de suicides dits aboutis ? Quelle société on veut ? Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut faire fi de tout ça ? Au lieu de former de jeunes nouveaux psychiatres, au lieu de former cette culture palliative du soin et de l'anticipation. Évidemment que notre finitude fait partie de la vie. Et lorsqu'on travaille dans le soin, c'est la première des choses que l'on doit faire. Mais c'est vrai que en médecine, on a été formaté ces dernières années à occulter la mort. On ne veut plus entendre parler de la mort, on est triomphant, on fait des progrès absolument magnifiques. Vous avez vu récemment cet homme paraplégique qui n'arrivait plus à marcher et qui marche à nouveau par une interface pensée-muscle. C'est fabuleux. C'est un homme avec des recherches scientifiques qui se passent à Genève, pas encore en France, pas pour tous. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est la mort pour tous sur catalogue. Évidemment, c'est pas pour tous, c'est l'éloge de la singularité. Vous aviez été très heurté pendant la crise, la période de la Covid, oui. De la manière dont on traitait effectivement les personnes âgées. Vous parliez d'un racisme anti-vieux. Et là, vous disiez effectivement que dans cette médecine, parfois maltraitante, parce que comptable, il fallait réapprendre effectivement aux médecins, aux docteurs, à adresser joliment la parole aux personnes, aux vieilles personnes, aux personnes âgées. J'ai envie de poser la question à Chaim Nissenbaum. Vous parliez tout à l'heure du rabbin. Quels seraient les mots du rabbin ? J'imagine qu'il y en a peut-être des conjoints à ceux qu'emploieraient des psychiatres, mais quels seraient les mots du rabbin dans cette union à trois dont vous parliez tout à l'heure ? Bien, je crois que le rabbin devrait dire, ils le font d'ailleurs très concrètement, il y a même d'ailleurs aujourd'hui des rabbins, si j'ose dire, spécialisés,
qui vont notamment dans les instituts gériatriques à la demande des patients et qui s'adressent justement à ceux qui sont là-bas, pour ceux qui y résident. D'abord pour leur dire que le vieillissement n'est pas un drame. Ce n'est pas une tragédie. Le vieillissement, c'est une avancée dans la vie, c'est autre chose, une autre manière de vivre. Et il leur dirait que si on s'approche de la mort, eh bien on ne s'approche pas d'une fin. C'est-à-dire qu'on s'approche du moment où employons les grands mots, notre mission sur Terre s'achève. Si elle s'achève sur Terre, cela ne veut pas dire qu'elle est totalement terminée. Cela veut dire que nous laissons une empreinte, et beaucoup plus qu'une empreinte dans la pensée juive. Nous laissons véritablement une marque dans ce monde. Et tout cela pourquoi ? Eh bien parce que nous continuons ailleurs, sur un autre plan. Et qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Il n'y a pas... Alors je vous entendais tout à l'heure parler du dolorisme, de la souffrance pour obtenir le paradis. Bon, c'est totalement étranger à la pensée juive, cela. Il ne faut pas rechercher la douleur. Il ne faut pas rechercher la souffrance. On entend parfois des personnes âgées dire « bien, j'ai fait des fautes dans ma vie et donc je veux souffrir pour les expier ». Ce qui est un vrai dérèglement. La souffrance, si elle vient, mais la souffrance ne fait rien expier. Elle est juste une douleur insupportable qu'il faut effectivement combattre et chasser. Le passage à une forme de vie détachée du monde doit être un passage qui se fait justement sans douleur, qui se fait dans la sérénité, parce que finalement, nous sommes un peu dans la situation de celui qui a achevé son travail et qui doit partir dans un autre endroit pour le poursuivre d'une autre manière. Alors illustrons, si vous le voulez bien, avec des documents qu'on n'est pas allé chercher très loin, docteur, puisqu'on est allé les prendre dans votre ouvrage. Et ce premier extrait qu'Eva Soto va lire dans quelques instants raconte, vous en avez parlé, docteur Serge Rafal, tout à l'heure, de Anne Baer. Anne Baer, la romancière et ancienne éditrice qui était atteinte d'une SLA diagnostiquée en 2015, qui est partie, effectivement, et qui a été euthanasiée à sa demande. On l'a vu sur plein de plateaux télé, le lundi 2 octobre 2017, dans un hôpital belge à l'âge de 59 ans. Dans son livre, elle raconte l'annonce de la maladie et son cheminement intérieur, ses désirs, un plaidoyer pour la liberté de choix. Je vous propose d'écouter un passage par Eva Soto. La SLA m'a tout pris, mon espérance de vie, mes projets, mon imaginaire, mes envies, mon intégrité physique, mon autonomie, mes rêves et mes nuits. Elle m'abandonne désormais à la terreur d'être momifiée vivante et à la certitude d'en mourir très vite, sans savoir exactement quand. Ma mise à mort est programmée, mais par elle seule. Je veux mourir en paix avant d'être torturée. Je vais prendre les chemins de traverse, passer la frontière pour fuir l'interdit, choisir ma mort sans renoncer à mon goût de vivre. Je ne veux pas de ça, ni des aides à sous-vivre, être branché ici ou là, ni même être nourri à la cuillère ou assisté pour respirer. Je ne veux pas subir l'approche de ce désastre définitif. Mourir n'est pas mon projet de vie. Je ne veux pas mourir, c'est la SLA, mon adversaire, qui me donne la mort. Je refuse de pactiser avec l'ennemi, collaborer, la regarder construire ma geôle de pierre, lui passer la truelle. Je refuse l'agonie qui ne parle que de lutte vaine et d'angoisse. Alors, vous pouvez réagir, bien sûr, docteur ou Chaim Nissenbaum, que les mots là sont implacables. Les mots sont implacables, très forts, elle écrit très bien, elle raconte tout ça, mais elle dit en même temps qu'elle se sentirait indigne si elle était nourrie à la petite cuillère, si elle avait une trachéotomie, et d'autres ne disent pas la même chose. Donc c'est son cheminement, j'ai voulu être la casuistique dont vous parliez. Voilà, et extrêmement clair, j'ai sourcé tous mes témoignages et il faut l'entendre comme tel. Ça a été pour le coup son choix de vivre. Mais d'autres, et j'ai beaucoup d'autres exemples dans mon livre de sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, qui montrent l'inverse et qui sont heureux de pouvoir vivre jusqu'au bout. Oui, on en a entendu parler récemment, effectivement, avec l'exemple de Charles Bietri, qui souffre également d'une maladie de Charcot. Tout à fait. Et voilà, on en a pas mal entendu parler dans les médias. Alors, je vous lis à présent en contrepoint, oui, le témoignage de Pierre. Pierre, qui est également dans votre ouvrage, Ma vie plus intense. Tenir jusqu'au bout ce choix de l'euthanasie n'est pas celui de Pierre,
45 ans, marié et père de 2 jeunes enfants que j'ai suivis, je vous cite, docteur Lefebvre, en ambulatoire pour travailler une demande d'euthanasie. Il m'a toujours affirmé dès le début de sa maladie vouloir en finir et vite alors qu'il n'avait pas encore de troubles visibles ni handicapants. Après 2 années d'évolution et de suivi psychothérapeutique, il a renoncé à sa demande d'euthanasie car m'a-t-il dit « Ma vie est plus intense qu'avant, chaque moment est à goûter, ma femme et mes enfants m'ont dit qu'ils m'aimaient comme ça, avec mon fauteuil, avec mes difficultés et qu'au contraire cet amour était plus fort et unique. » Lui qui pendant 2 ans m'avait répété à l'envi son désir de mourir vite par une injection de produit létal, finalement est décédé chez lui entouré des siens grâce à la mise en place par une équipe mobile de soins palliatifs d'une sédation terminale et profonde et continue jusqu'au décès. Magnifique témoignage aussi. Et vous voyez qu'il est dans la vie jusqu'au bout. A priori, il peut se dire, je ne veux pas finir comme Anne-Bert. Parce que la maladie de Charcot a ça de terrible, c'est que dans l'annonce du diagnostic, vous avez le pronostic. Et vous savez de quelle façon vous allez mourir dans 3 à 5 ans. Et donc, il y a besoin de tisser ces liens de relation avec les médecins, avec les psychologues, avec la famille, de faire entendre une autre petite voix que l'inéluctable, repousser l'inéluctable par la force de l'amour et de la vie. J'aimerais entendre Haïm Nissenbaum sur la casuistique, le cas par cas. Alors c'est véritablement du cas par cas, je crois que c'est une bonne illustration. J'ai été sensible au premier texte comme au second, bien sûr. Alors le premier texte est très fort, mais il y a là une véritable démission. Autrement dit, à un moment, je dis, je ne veux plus, je ne joue plus, je n'y suis plus. Mais en renonçant à ce temps de vie, on renonce aussi à soi-même. Alors je suis persuadé que l'autrice de ce texte a effectivement gardé le goût de la vie jusqu'au bout. Mais je suis persuadé aussi qu'au moment où elle y a renoncé, alors ce goût de la vie avait pris on va dire un arrière-goût un petit peu amer. Dans le second texte que vous venez de nous lire, ce qui me frappe, c'est de voir cet homme qui a une vraie vision. C'est la vision, pour reprendre des références bibliques, c'est la vision de Jacob. Jacob est dans son lit, il est quasi agonisant, il ne voit plus très bien. Autrement dit, il n'est pas dans le meilleur état, manifestement, sans interprétation spirituelle, simplement en reprenant les versets tels qu'ils sont. Il n'est pas en très bon état physique, il ne voit plus très bien, il peut être trompé, il peut se tromper. Comment meurt-il? Il est entouré par tous ses enfants. Et il leur parle, il peut parler. Il leur parle, il leur dit « Voilà ce que j'attends de vous. Voilà ce que je vous laisse. » Et on sait ce qu'il en a été. Ces enfants prennent sur eux la suite de leur père. Ils incarnent leur père et de cette manière-là, le Talmud va jusqu'à nous dire, en conclusion de tous ces événements dans son commentaire, notre père Jacob est toujours vivant. Alors que, très concrètement, il a quitté ce monde, on sait même où il est enterré en Israël aujourd'hui, il est physiquement mort. Et pourtant, parce qu'il a mené sa mort avec cette sérénité, à l'époque sans soins sédatifs ou d'un autre ordre, eh bien, il a été capable de transmettre, de passer le relais. Et c'est finalement ça qui est important. Et c'est ce qu'il faut dire, je crois, et le docteur le disait de manière très claire, pas dans les mots d'un rabbin, bien sûr, mais des mots tout aussi clairs, c'est que finalement, il faut vouloir goûter chaque minute de la vie. J'ai connu personnellement une vieille dame qui était avancée en âge, qui avait eu de graves maladies, etc., etc. Alors à cette époque-là, ce n'était pas permis, mais autour d'elle, on se demandait s'il ne fallait pas essayer de faire quelque chose. On pouvait déjà discrètement débrancher, si on le demandait gentiment à l'équipe médicale, s'il y avait des médecins compréhensifs, entre guillemets. Eh bien, et finalement, elle a réfléchi, elle a dit qu'elle ne voulait pas, alors qu'on n'avait strictement aucune chance, elle est décédée au bout de quelques jours. Et elle a dit à un de ses enfants qui se trouvait auprès d'elle, elle a dit, tu sais, tu ne peux pas savoir, comme chaque minute de ma vie m'a été douce et précieuse. Bon. On va voir avec Eva, j'aimerais que vous nous lisiez, Eva, un texte où on va s'apercevoir à nouveau du rôle de l'aidant
les aidants, ce ne sont pas que la famille, ça peut être également le médecin, le personnel soignant. Exactement, c'est aussi un extrait de votre ouvrage. Vous parlez donc de cette femme jeune, africaine, et vous lui dites « Vous êtes très belle, madame ». Elle m'a souri et m'a parlé de la beauté des femmes et qu'on ne sait pas pourquoi la maladie vient. Je continuais à lui tenir la main, ma main gauche sous sa main gauche. Elle serrait ma main. Puis dans un lent mouvement, elle a mis sa main droite dans ma main droite. Nous sommes restés ainsi quelques minutes. Elle m'a dit « Vous me faites du bien. Vous êtes bien pour les femmes. » Je lui ai souri. La semaine suivante, ce fut poignant. Elle me dit avoir eu peur de ne pas me revoir. Elle m'a alors parlé de sa mort prochaine. Je n'ai pas nié. Nous nous regardions intensément, parlant peu. Je lui soutenais la main. Elle serrait très fort la mienne. J'étais là pour elle, pour l'aider à accepter. Dans le silence de cette chambre, je lui ai remis sa chemise sur son épaule, caressé doucement la main. Elle s'est apaisée, s'est allongée. « Au revoir », m'a-t-elle dit alors. Et j'ai répondu « Au revoir, madame ». Dernier serment de main, ultime regard. Chaim Nissenbaum, l'aider à accepter, aider à accepter, c'est aussi le rôle du rabbin, de la religion. Et puis aider à accepter de mourir, ça veut dire quoi? Puisque de toute façon, on va mourir. Donc accepter, on dit toujours ça, sans savoir vraiment ce que ça revêt exactement. Bien, je crois qu'il faut revenir à ce qu'on citait en introduction, ces fameuses paroles du roi Salomon, qui dit un mot très fort en réalité. Il existe un temps pour vivre et un temps pour mourir. Il faut vivre avec une grande intensité. Il faut utiliser chacune des minutes de sa vie. Et il faut mourir avec une grande sérénité. Et c'est compliqué de mourir avec une grande sérénité. Non, justement non. L'idée du spirituel, c'est précisément de donner un sens aux choses. La mort est difficile si elle est aveugle. Si on estime que finalement c'est un événement inéluctable, mais qui ne veut rien dire, qui n'apporte rien, qui fait juste que je n'existerai plus, alors à ce moment-là, c'est évidemment insupportable. Si la mort a un sens, autrement dit, si elle est la fin de la vie et le début d'autre chose, si elle nous laisse quelque chose qui nous dépasse, si nous restons, comme Jacob est resté par ses enfants, eh bien à ce moment-là, nous avons fait entrer un peu d'infini dans la vie. Et la mort devient supportable. C'est ce qui explique aussi que souvent, parce que c'est vrai que ça se produit souvent, les gens qui vont mourir font appel à vous, un rabbin ou à un homme de foi d'ailleurs en général, alors que tout au cours de leur vie, finalement, ils ont assez peu pratiqué, ils étaient assez peu pieux. Et ça arrive assez souvent, paraît-il. Alors je le dirais peut-être d'une autre manière, disons que pendant la vie, comme on vit avec intensité, l'intensité que l'on désire, dans le domaine que l'on désire, mais avec intensité, alors on oublie les choses essentielles. Quand tout à coup le voile se déchire et qu'on se dit maintenant nous parlons de choses sérieuses, alors il faut revenir à ceux qui détiennent les fondements des choses sérieuses. On n'aura pas le temps. Malheureusement, Eva, on avait prévu effectivement de vous faire lire également un résumé des vies, des dernières années de vie de Vincent Imbert et de Vincent Lambert. On n'aura pas le temps, mais est-ce que vous voulez nous rappeler en 30 secondes ces affaires qui ont défrayé la chronique? Oui. Alors, tout d'abord, l'affaire Vincent Imbert, ce jeune pompier qui, après un accident de voiture en 2000, est devenu, après 9 mois de coma, tétraplégique, aveugle, muet, mais lucide. Il demande en 2002 l'euthanasie, écrit au président Chirac, auquel il demande le droit de mourir. Celui-ci lui répond qu'il n'en a pas le droit. En 2003, sa mère provoque son décès avec l'aide d'un médecin, le docteur Chaussois. L'affaire se conclut par un non-lieu en 2006. Et puis, il y a l'affaire Vincent Lambert à propos de l'acharnement thérapeutique à la suite d'un accident de la route en 2008. Il est dans un état végétatif chronique, dit d'éveil non répondant. Son père est gynécologue responsable départemental de Laissez-les vivre. Il est infirmier en psychiatrie, se marie en 2007 à une fille en 2008. Après l'accident démarre un long processus médiatico-juridico-médiatique à propos de son état et de l'opportunité de poursuivre ou non
non, les soins et le maintien en vie. Il meurt en 2019 après un terrible et long feuilleton, même douloureux, de décision, de contre-décision, d'expertise, d'arrêt des soins, de suspension, de reprise des soins. On avait tellement de choses à se raconter. Merci Eva Soto. Est-ce que vous voulez on termine par une note d'enthousiasme avec la chronique chirurgie esthétique? Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement en fin de vie? Effectivement, on a peut-être des réponses avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Venez, cher docteur Vladimir Mitz, on va espérer avec vous, effectivement, mais de toute façon, effectivement, on a parlé effectivement de tout ça et c'était passionnant, avec beaucoup d'intérêt. Racontez-nous un peu ce qu'on peut faire, puisque même quand la vie se termine, même quand la vie est au bord de se terminer, pourquoi pas, on peut consentir à faire des soins, à rester belle, et ça permet de prolonger joliment peut-être les derniers instants. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas? Mais moi, je suis chirurgien réparateur et esthétique, et je suis un acharné de la vie. C'est-à-dire que toute ma bataille, et la bataille de mes collègues, c'est de donner une belle vie. Et même s'il y a une belle fin, au moins jusqu'au dernier moment, que cette vie soit belle. Mon maître Raymond Villain disait que on peut pas donner tellement de vie aux années, mais on peut donner de belles années à la vie. C'est-à-dire que les gens qui s'en vont auront traversé leur dernier moment heureux. C'est pour ça que dans les maisons de retraite, il y a maintenant des coiffeurs, des esthéticiennes. Et même nous, chirurgiens, il nous arrive d'opérer des gens très âgés, pour lesquels l'espérance de vie est faible. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente d'avait 85 ans, 3 liftings, qui avaient été effectués par mon maître. Lui est parti. Et elle est venue me voir, et je me suis dit, mais franchement, pourquoi voulez-vous être opérée? Mais parce qu'elle avait pris comme symbole de la résistance le fait que dans son miroir, il fallait qu'elle soit rénovée jusqu'au dernier moment, parce que sa dignité, c'était dans la bataille. Et je vous ai entendu, je vous ai tous entendu beaucoup, et moi je voudrais rajouter cette chose très importante, qui est que on doit garder le sens de la bataille quand on est un être vivant. Et que rabbin comme vous êtes, c'est donner aussi cette force-là. Médecin comme vous êtes, c'est diminuer la douleur pour que la force reste jusqu'au dernier moment. Et nous, chirurgiens, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre la mort. La réalité de notre action pour faire des réparations ou de la chirurgie esthétique, c'est pas pour rendre simplement les gens beaux. C'est pour éloigner quelque chose qui est grave, mais faire prendre conscience que le corps a aussi une destination finale, malheureusement, et que si on peut par la science le prolonger, c'est formidable. Vous parlez d'une médecine esthétique régénérative. Alors la médecine esthétique régénérative, oui, est un grand progrès actuel. On s'est aperçu qu'il y a des êtres, comme les tardigrades, qui sont pratiquement éternels. Ce sont des petits êtres qu'on a envoyés dans l'espace et qui ne sont pas morts alors qu'ils n'ont pas été protégés. Donc il y a une possibilité de vivre éternellement peut-être sur cette terre. Et les progrès sont tels que les savants essayent de savoir comment et pourquoi. Et il y a par exemple actuellement des recherches sur les exosomes, qui sont des petites particules que l'on prend dans les tissus graisseux et qui peut-être sont des médiateurs qui permettraient de réparer les cellules qui vieillissent et donc prolonger notre vie. Alors tout ça, ça vaut la peine de se battre et de ne pas se suicider. Certaines se battent. Vladimir, j'ai aperçu Jane Fonda à la cérémonie de Cannes. Premier festival 63. Elle était là en 63. Absolument superbe, 85 ans, elle continue à se battre. Bon, évidemment, c'était une émission qui n'est absolument pas exhaustive. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout aux éditions du Rocher. Ouvrage dans lequel vous citez Jules Renard, La mort est douce, elle nous délivre de la pensée de la mort. Oui, encore faut-il qu'il y ait une autre oreille attentive et une autre main caressante pour l'accompagner. On aura entendu votre message qu'on avait déjà écouté, La force de la caresse, c'était votre précédent ouvrage. Merci au rabbin Chaim Nissenbaum d'être venu nous donner effectivement la parabole religieuse dont nous avions besoin. Merci de m'avoir invité. Merci en tout cas. Merci docteur Serge Rafal, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Eva Soto en régie, c'était Ethan et Serge Surpin. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, c'est la rediffusion, puisque la vie continue, de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen à 22h. Merci docteur. Merci. À très bientôt.